Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de ma fille quand elle m'a dit « Papa, quel genre de truc bizarre tu regardes ?» Ma première réaction a été la confusion totale, de quoi parlait-elle même? Nous venions de terminer les vacances de Noël, et elle utilisait l'ancien ordinateur portable de sa mère parce que j'étais sur le mien. J'avais complètement oublié que Camille avait arrêté d'utiliser cet appareil des mois plus tôt, vers son anniversaire, quand elle en avait reçu un nouveau. Donc, quand Élise est entrée dans la pièce, l'air étrange, en tenant l'ordinateur à bout de bras, j'ai su que quelque chose clochait. « De quoi tu parles ?» lui ai-je demandé, sincèrement perdu. Elle pose l'ordinateur sur mon bureau, ouvre un dossier rempli de vidéos et me dit « Tous ces films pour adultes et ces trucs bizarres sur la soumission. » J'ai fixé l'écran, stupéfait. Je n'avais pas touché à cet ordinateur depuis des lustres. Ces fichiers n'étaient pas les miens, et c'est là que ça m'a frappé, c'étaient les vidéos de Camille, sauvegardées dans un dossier caché. En cliquant à travers, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste une connerie aléatoire qu'elle regardait. Il y avait des vidéos, des articles et des fichiers qui semblaient tous connectés, comme s'ils construisaient un plan tordu. Élise, pour briser la tension, hausse les épaules et dit « Bon, je ne suis plus une gamine, papa, détends-toi. » Mais à l'intérieur, j'étais tout sauf détendu. Je me demandais sans cesse pourquoi Camille regarderait tout ça, et pourquoi faire. Élise reste là, à me fixer, probablement aussi confuse que moi. J'avoue, ça me semblait mal de l'impliquer, mais il n'y avait aucun moyen de faire comme si ce dossier n'existait pas ou comme si je n'étais pas aussi largué qu'elle. Je lui ai dit, « Écoute, ce n'est même pas mon ordinateur. C'est ta mère qui l'utilisait depuis l'année dernière. » La curiosité a eu raison de nous, alors on a continué à fouiller. On a trouvé d'autres dossiers, chacun avec un contenu encore plus étrange que le précédent, des articles sur comment contrôler son conjoint, des conseils pour manipuler quelqu'un jusqu'à le rendre soumis. En les lisant, ça a commencé à me sauter aux yeux, ce n'était pas juste un hobby bizarre ou une phase que traversait Camille. C'était une collection, comme si elle étudiait ou planifiait quelque chose. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas encore, mais j'avais un mauvais pressentiment, un vraiment mauvais pressentiment. J'ai dit à Élise de garder ça pour elle, ce n'était pas un fardeau qu'elle devait porter, et franchement, je ne voulais pas que Camille se doute qu'on fouinait. Je lui ai promis d'approfondir, mais qu'elle devait se concentrer sur ses études à l'université et me laisser m'en occuper. Elle a hoché la tête, l'air incertain mais me faisant assez confiance pour lâcher l'affaire. Tandis qu'elle faisait ses valises pour partir, je voyais bien qu'elle était aussi inquiète que moi. Quand Élise est partie pour l'université le lendemain, je me suis assis avec l'ancien ordinateur de Camille et j'ai ouvert chaque dossier de cet appareil. Ce que j'ai vu n'était pas juste du contenu pour adultes, c'était des tactiques de manipulation complètes, des guides, des discussions, et même des vidéos de couple où l'un des conjoints contrôlait l'autre. J'ai commencé à remarquer des noms récurrents et des pseudos, des gens avec qui Camille interagissait en ligne. Un nom en particulier revenait sans cesse, Madame Bertrand. Qui que ce soit, cette personne conseillait Camille sur comment me modeler en mari compliant et obéissant. Ce n'était pas un malentendu ou un petit tic que ma femme avait, elle avait recherché des moyens de me contrôler. Tout ça semblait surréaliste. J'aurais voulu balayer ça comme de la paranoïa ou une surinterprétation, mais tout pointait dans la même direction. J'ai éteint l'ordinateur, me demandant ce que je trouverais d'autre si je continuais à creuser, ou pire, ce que j'avais pu rater pendant tout ce temps. Je ne savais pas exactement jusqu'où Camille comptait pousser ça, mais une chose était claire, quoi que je croyais sur notre mariage, je me trompais, et maintenant, je ne pouvais plus faire semblant de ne rien avoir vu. Après le départ d'Élise pour l'université, je me suis assis et j'ai réalisé que je n'avais d'autre choix que de creuser plus profond. Quelque chose dans tout ça ne collait pas, et j'avais besoin de savoir exactement ce que Camille mijotait. Cette première nuit après le départ d'Élise, je suis retourné à l'ancien ordinateur et j'ai passé en revue chaque dossier, chaque fichier, essayant de donner un sens à tout ça. La quantité de matériel qu'elle avait accumulé était stupéfiante, c'était comme un manuel pour contrôler son conjoint, rempli de guides, d'articles et d'emails interminables échangés avec cette Madame Bertrand. Elle semblait coacher Camille étape par étape. Dans l'un des premiers emails que j'ai trouvés, Camille avait écrit que j'étais toujours d'accord et que je n'opposais jamais de résistance. Madame Bertrand avait répondu que je devais être faible et qu'il serait facile de me transformer en mari soumis. C'est comme ça qu'elle me décrivait, faible, quelqu'un qui irait dans le sens de ce que voulait Camille si elle appliquait assez de pression. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Je n'étais pas faible, j'essayais juste d'éviter les disputes, de rendre les choses fluides à la maison.
Mais apparemment, elle voyait ça comme une opportunité pour me manipuler. Les conseils de Madame Bertrand n'étaient pas subtils non plus, elle avait dit à Camille de commencer petit, de couper l'intimité, de critiquer tout ce que je faisais et de me faire plus de corvées ménagères. Elle lui avait indiqué de formuler des demandes, d'observer ma réaction et de retenir toute affection comme récompense si je cédais. Selon Madame Bertrand, ça m'aurait dressé au fil du temps, comme si j'étais un animal de compagnie. Je n'arrivais pas à y croire. C'était ma femme, la personne en qui j'avais confiance depuis 20 ans, et voilà qu'elle suivait des instructions pour m'humilier et me contrôler. Je ne savais pas si je devais la confronter sur le champ ou jouer le jeu pour voir jusqu'où elle comptait aller. Mais au fond, j'avais le sentiment que si je révélais trop tôt ce que je savais, elle trouverait un moyen de couvrir ses traces. Alors j'ai décidé de continuer à observer. Plus je lisais, plus c'était affreux. Il y avait des messages de Camille à Madame Bertrand sur moi qui commençaient à céder, ce qui devait signifier qu'elle remarquait que j'évitais les disputes ou que je laissais filer. Puis un autre message de Madame Bertrand l'encourageait à poser l'ultime menace, le divorce. Selon elle, si je résistais, Camille devait me dire qu'elle me quitterait, qu'elle prendrait tout et me laisserait sans rien. C'était calculé, froid, et ça faisait bouillir mon sang. L'idée que Camille répète ces menaces ou s'imagine me voir la supplier de rester était presque insupportable. Après une semaine à lire et relire ces messages, j'ai enfin décidé de fouiller dans le nouvel ordinateur de Camille. Je savais qu'elle avait l'habitude de noter ses mots de passe dans son bureau, alors un après-midi où elle était sortie, je suis entré dans son bureau. Bien sûr, son petit carnet de mots de passe était là, dans le tiroir. J'ai trouvé celui de son nouvel ordinateur, je l'ai déverrouillé, et bien sûr, il y avait encore plus de messages récents avec Madame Bertrand et d'autres. J'ai même trouvé des références à un compte email séparé qu'elle utilisait. Ce nouveau compte email était là où elle planifiait les étapes suivantes, et c'est là que j'ai découvert un autre aspect de ses plans. Elle parlait à quelqu'un nommé Stéphane, qu'elle appelait l'étalon. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire au début, mais en lisant plus loin, c'est devenu clair. Stéphane était le type qu'elle comptait utiliser pour ancrer vraiment ce soi-disant mode de vie soumis pour moi. L'idée était qu'il viendrait à la maison, que je le regarderais avec elle, et que ça me briserait. J'ai eu un haut le cœur en le lisant. Tandis que je fermais son ordinateur, je savais que j'avais franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière après ce que j'avais trouvé, et une chose était sûre, je ne pouvais pas laisser couler. Quoi que Camille pense avoir planifié, je ne serais pas sa marionnette. Une fois que j'eus une image plus claire de ce que mijotait Camille, je savais que je ne pouvais pas y aller à l'aveugle. Je n'avais jamais sérieusement pensé au divorce avant, mais avec tout ce que j'avais découvert, il n'y avait aucun moyen de laisser passer. J'avais besoin d'être préparé, alors j'ai commencé à chercher un bon avocat en divorce, quelqu'un de vif et d'expérimenté. C'est comme ça que j'ai atterri chez Maître Laurent Duval, l'un des meilleurs à Paris. M'asseoir en face de lui dans son bureau m'a semblé étrange, comme admettre à moi-même que mon mariage était vraiment fini. Mais Laurent n'a pas perdu de temps à enrober la pilule. Je lui ai tout raconté, les emails, le plan de manipulation, même le taureau qu'elle comptait amener chez nous. Laurent a juste écouté, hochant la tête comme s'il avait déjà entendu tout ça 1000 fois. Quand j'ai fini, il m'a donné une stratégie claire, rassembler toutes les preuves et se préparer à une bataille rude. Je n'allais pas perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Laurent m'a expliqué que si Camille me menaçait de divorce en pensant qu'elle repartirait avec tout, elle allait avoir une surprise. Il avait un plan pour protéger nos biens, surtout avec les preuves que j'avais. Il m'a fait comprendre qu'avec ses tactiques, elle risquait de perdre plus qu'elle n'imaginait. En sortant de ce rendez-vous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, le contrôle. Pour la première fois, j'avais un vrai plan, et je n'étais plus là à attendre de voir ce que Camille ferait ensuite. Et pour être honnête, j'étais prêt à jouer le jeu si c'était nécessaire. Laurent m'avait prévenu de ne faire aucun mouvement brusque et de maintenir le rôle à la maison, Camille devait croire qu'elle avait encore l'avantage. J'ai tenu Élise au courant de tout, et je voyais qu'elle était furieuse. Elle n'arrivait pas à croire que sa mère passe vraiment à l'acte, essayant de me transformer en serviteur obéissant. « Papa, ne la laisse pas gagner, disait-elle, et je lui promettais que non. Mais c'était dur de faire comme si tout était normal autour de Camille. Chaque jour, je devais agir comme si je n'en savais rien, suivre ses ordres subtils, faire tout ce qu'elle demandait, sachant qu'elle pensait me briser. C'était dégradant, bien sûr, mais je savais aussi que ça alimentait mon feu intérieur. Pendant ce temps,
Laurent travaillait à restructurer nos biens pour en protéger une bonne partie d'elle. Une de ses suggestions était de placer une grosse somme dans un fonds pour les études d'Élise à l'université, comme ça, si Camille essayait de tout rafler dans le divorce, elle découvrirait qu'une grosse partie de notre argent était déjà en sécurité hors de sa portée. C'était malin, je savais que Camille ne s'attendrait pas à ce que je fasse des coups comme ça. La partie la plus bizarre de tout ça, c'était d'agir soumis autour d'elle, comme si je cédais. Ça a commencé à l'agacer, probablement parce qu'elle s'attendait à plus de résistance. Il y a eu une soirée où elle a laissé entendre que si je faisais tout parfaitement, on pourrait peut-être être intime. J'ai joué le jeu, j'ai fait toutes les petites tâches qu'elle m'a demandées, juste pour voir ce qu'elle ferait, et bien sûr, elle m'a rejeté au dernier moment, probablement en pensant que ça me briserait un peu plus. J'ai juste hoché la tête et gardé le silence. À l'intérieur, par contre, je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse faire éclater toute cette affaire. La pièce finale était Stéphane. J'ai surveillé ses interactions avec Camille et tracé tous les messages. Camille n'avait aucune idée que je le connaissais ou que j'avais trouvé les coordonnées de sa femme. Laurent m'avait dit que si on avait besoin de levier, on pouvait l'utiliser pour la pousser à accepter un partage équitable, et ça ne me dérangeait pas du tout d'impliquer la femme de Stéphane si ça signifiait l'entraîner là-dedans. S'il était prêt à détruire mon mariage, il méritait de voir ce que ses actes lui coûteraient. Avec tout en place, j'avais l'impression de regarder une tempête se former, sachant exactement où elle frapperait. Camille était larguée, continuant à pousser son plan en avant pendant que je bâtissais ma défense. Je n'avais pas peur de ce qui arrivait, j'y étais prêt. Elle pensait contrôler le jeu, mais à ce stade, elle n'avait aucune idée que j'avais déjà retourné la table. Le vendredi soir est enfin arrivé, la nuit que Camille avait teasée pendant des semaines. Je savais qu'elle avait quelque chose de prévu, et j'étais prêt. J'avais déjà vu mon avocat, organisé toutes mes preuves, et honnêtement, j'attendais juste de voir jusqu'où elle irait. À ce moment, j'avais lu assez d'emails avec Madame Bertrand pour savoir exactement ce qu'elle avait en tête. Selon sa conseillère, ce soir était censé être mon point de rupture. Si elle savait que j'avais planifié mon propre point de rupture. Elle était assise à la table de la cuisine quand je suis rentré du travail, elle avait l'air un peu nerveuse, levant les yeux vers moi comme si elle s'attendait à ce que je m'incline. J'avais un enregistreur numérique dans ma poche, prêt à capter chaque mot. Je n'avais à peine posé mes affaires que déjà elle disait « Pierre, assieds-toi. Il faut qu'on parle de quelque chose. » Elle essayait de sonner ferme, comme si elle était aux commandes. J'ai presque ri de l'effort. Je me suis assis en face d'elle, gardant une expression neutre, attendant. Elle a pris une grande inspiration, puis a commencé à poser ses nouvelles règles pour notre mariage. D'abord, a-t-elle dit, j'aurai un amant. Il vient ce soir, et ce sera régulier. Tu t'occuperas de la maison, tu maintiendras l'ordre et tu suivras mes instructions sans discuter. Elle a fait une pause, attendant ma réaction, mais j'ai juste hoché la tête, la laissant croire que j'acceptais. Puis elle a fait glisser une petite boîte cadeau emballée sur la table, me disant qu'il y avait un présent spécial dedans. Je l'ai ouverte, et là, c'était une cage de chasteté. J'en avais vu des similaires dans ces vidéos d'entraînement bizarres, mais la voir me la tendre était autre chose. Tu vas la porter désormais, a-t-elle dit, essayant de sonner sévère. Et je serai la seule à avoir la clé. Si tu n'acceptes pas, a-t-elle ajouté d'une voix légèrement tremblante, il y aura des conséquences. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai laissé échapper un petit rire, ce qui l'a déstabilisé. Son visage s'est crispé, comme si elle essayait de reprendre le contrôle. Qu'est-ce qui est drôle, Pierre? C'est sérieux. Oh, je sais que c'est sérieux, Camille, ai-je répondu en sortant mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur un bouton et envoyé calmement un email préparé à la femme de Stéphane. Puis j'ai appelé ma fille. Allô, ma chérie, ai-je dit dans le téléphone, assez fort pour que Camille entende. Elle vient de poser les règles. Elle m'a même donné une cage de chasteté, si tu y crois. Le visage de Camille est devenu blême. J'avais à peine fini l'appel qu'elle bafouillait, essayant de reprendre le contrôle, mais c'était trop tard. J'ai pris ma mallette, sorti un dossier et l'ai posé sur la table. Camille, ai-je dit, il faut qu'on parle de ton petit plan. Sa mâchoire est tombée, et sa confiance a disparu en un instant. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai répété tout ce qu'elle venait de dire. Laisse-moi résumer, tu veux amener un autre homme à la maison ce soir, tu t'attends à ce que je regarde, et tu veux que je porte ce truc? Et si je ne suis pas d'accord, tu vas divorcer,
prendre tout ce pourquoi j'ai travaillé et me laisser sans rien. Elle a à peine hoché la tête, visiblement secouée. Bien, ai-je dit en faisant glisser les papiers de divorce sur la table. Voilà ma réponse. Et comme sur commande, mon téléphone a sonné, c'était la femme de Stéphane, furieuse, exigeant de savoir ce qui se passait. Je l'ai mise en haut-parleur. Salut Stéphane, juste pour que tu saches, je suis assis là avec ta petite partenaire de jeu, ai-je dit, en regardant le visage de Camille devenir livide. La réponse de Stéphane était exactement ce que j'attendais, en colère, désespéré, des menaces. Pierre, fils de... A-t-il commencé à hurler, mais je l'ai calmement coupé, lui disant que j'avais déjà partagé tous leurs détails intimes avec sa femme. À ce stade, Camille tremblait, complètement déstabilisée par tout ce que je venais de révéler. Je lui ai fait comprendre que toute cette fantaisie était terminée. Je lui ai dit que j'avais collecté des preuves pendant des semaines et que je n'avais aucune intention de me laisser marcher dessus. Et tandis que je la regardais, le choc et la défaite s'installant sur son visage, je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'avais enfin repris l'avantage. Après cette confrontation avec Camille, les choses se sont accélérées. J'ai déposé la demande de divorce le lendemain, mon avocat Laurent a soumis les papiers immédiatement, et c'était comme si tout passait en surmultiplié. J'étais prêt à mettre fin à ce merdier tordu. Camille, de son côté, a pété un câble quand elle a été servie. Elle n'arrivait pas à croire que j'étais sérieux. Elle m'a appelé en pleurs, essayant de jouer la carte du « c'était juste une erreur, Pierre, tu ne veux vraiment pas ça ». Mais il n'y avait pas de retour en arrière, j'en avais vu assez. Une semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Laurent pour discuter des termes. Elle est arrivée avec son propre avocat, un type qui ressemblait plus à un vendeur de voitures d'occasion qu'à un pro. Laurent m'avait prévenu de ce genre, tout aboiement, pas de morsure. Bien sûr, il a essayé de faire le show, affirmant qu'il contesterait toutes les accusations infondées et menaçant même de m'exposer si je continuais à pousser pour le divorce. Je me suis contenté de regarder Laurent, qui essayait de ne pas rire. Il a ouvert un dossier, poussé quelques photos sur la table d'un air décontracté et s'est calé dans son siège, les laissant parler. Ces photos étaient celles que j'avais déjà montrées à Camille pendant notre petite discussion en cuisine, des clichés d'elle avec Stéphane, assez nets pour identifier tout le monde. Son avocat s'est figé, les yeux écarquillés, tandis que Camille fixait le sol, muette. Laurent n'a pas arrêté là, il a sorti la cage de chasteté que Camille m'avait lancée cette nuit-là et l'a posée sur la table pour que tout le monde voie. Camille avait l'air de vouloir disparaître. Son avocat a essayé de se reprendre, affirmant que rien de tout ça ne prouvait quoi que ce soit et qu'on sortait les choses de leur contexte. Laurent l'a interrompu, calme et posé, le contexte, a-t-il dit, c'est une trahison de plus de 20 ans de mariage, documentée avec témoins et preuves photos. Puis il a listé le partage financier que nous demandions, la moitié de tout, y compris son entreprise. Son avocat avait l'air prêt à argumenter, jusqu'à ce que Laurent présente un dernier document, une copie de la demande de prêt pour l'entreprise de Camille. Selon ça, son affaire valait plus d'1 million d'euros, un chiffre qu'elle avait maintenant commodément minimisé. Si elle contestait, lui a rappelé Laurent, elle s'exposait à une accusation de parjure et peut-être de fraude. Soudain, son avocat s'est tu. Pour Camille, par contre, c'était personnel. Elle a enfin pris la parole, se tournant vers moi avec cette voix mielleuse et fausse qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Pierre, a-t-elle commencé, on n'est pas obligé de faire ça. J'essayais juste de trouver des façons de rendre notre mariage excitant à nouveau. Stéphane, ce n'était rien de sérieux, je le jure. Elle essayait de sonner innocente, mais j'en avais fini. Je n'ai pas dit un mot, la laissant s'enfoncer. Laurent a clos la réunion en réaffirmant nos termes et en suggérant qu'ils y réfléchissent bien. Il savait qu'il n'avait aucun terrain solide, et après avoir vu les preuves, même son avocat avait l'air vaincu. Nous avons convenu de nous revoir dans quelques jours, mais Laurent et moi savions que c'était le début de la fin pour son cas. Au cours de la semaine suivante, Camille a tout essayé. Elle m'a appelé, envoyé des emails, laissé des messages vocaux, me suppliant de reconsidérer le divorce. Elle est passée de l'excuse à la fureur et retour, comme si l'une de ses approches pourrait marcher sur moi. Mais je n'allais plus me laisser manipuler. Puis elle a commencé à s'en prendre à Élise, l'appelant, lui textant sans arrêt, disant à quel point elle était brisée que sa propre fille se retourne contre elle. Élise n'en voulait rien savoir, en fait, elle a bloqué le numéro de Camille et m'a dit qu'elle ne voulait plus parler à sa mère tant que tout ne serait pas réglé.
Cette deuxième réunion dans le bureau de Laurent a été encore plus courte que la première. L'avocat de Camille est arrivé l'air vaincu, comme s'il savait qu'ils avaient déjà perdu. Ils ont proposé un règlement plus modeste, mais Laurent n'a pas cédé. Il a fait comprendre que s'il n'acceptait pas nos termes, on irait au tribunal avec toutes les preuves en pleine lumière. À ce moment, je voyais Camille réaliser qu'elle n'avait plus d'option. Elle était passée de l'arrogance de planifier de contrôler ma vie à s'asseoir là, regardant tout ce qu'elle pensait dominer s'effondrer. Quand elle a enfin accepté le règlement, je savais que c'était fini. Nous avons finalisé les détails, et comme ça, les 20 ans que nous avions passés ensemble étaient terminés. Camille était laissée à gérer les retombées de ses propres actes, et je m'en allais, sachant que j'avais tenu bon, enfin libre de ses plans tordus. Quelques mois après que nous ayons réglé le divorce, je pensais avoir vu la fin des manipulations de Camille. J'avais ma moitié des biens, y compris une bonne part de la vente de son entreprise, et je reprenais le fil de ma vie. Mais une nuit, voilà qu'elle était à ma porte. Elle avait l'air ravagée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, cheveux en bataille, yeux rouges et gonflés. Pendant une seconde, je l'ai à peine reconnue. Elle est restée là en silence une minute, et je l'ai juste observée, me demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir maintenant. Enfin, elle a réussi à parler. « Pierre » a-t-elle dit d'une voix chevrotante, « s'il te plaît, on peut discuter ?» J'ai pensé à lui claquer la porte au nez, mais quelque chose m'a fait hésiter, peut-être la curiosité, peut-être une petite partie de moi qui voulait la voir réaliser à quel point elle était tombée bas. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer, mais je ne lui ai pas proposé de s'asseoir ou quoi que ce soit. Nous sommes restés dans le couloir, et elle a commencé à déblatérer, presque comme si elle avait répété. Elle parlait de comment tout s'était effondré depuis le divorce, comment elle avait perdu l'entreprise, comment Élise ne lui parlait plus. Elle sonnait désespérée, expliquant qu'elle n'avait jamais pensé que ça irait aussi loin. « S'il te plaît, Pierre, suppliait-elle, tu peux au moins m'aider à arranger les choses avec Élise ? Elle ne répond pas à mes appels, elle me déteste. Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé entre nous, mais c'est ma fille. » Je l'ai juste regardée, un mélange de pitié et de colère en moi. Elle voulait mon aide pour réparer avec Élise après tous les mensonges, les manipulations ? Elle pensait que j'allais juste intervenir et arranger pour elle ? Camille, ai-je dit en essayant de garder une voix stable, Élise est une adulte. Elle a tout vu par elle-même. Tu m'as fait vivre l'enfer et tu t'attendais à ce qu'elle suive. Et maintenant, tu veux que je la fasse te pardonner ? J'ai secoué la tête. Ça, c'est à toi de le régler toute seule. Son visage s'est affaissé, et pour la première fois, j'ai vu un vrai regret dans ses yeux. Mais je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça. J'en avais fini avec ses manipulations, fini avec les voyages de culpabilité qu'elle m'avait infligés. Elle m'avait traîné dans la boue, essayé de détruire ma vie, et maintenant qu'elle se retrouvait sans rien, elle voulait que je recolle les morceaux. Elle a essayé une dernière fois, la voix à peine un murmure, « Je suis désolé, Pierre. Je sais que ça ne répare rien, mais je l'étais. Je ne sais pas ce que je pensais. Je me suis laissé emporter par tout ce que Madame Bertrand me disait, par l'excitation, et je croyais que c'était ce que je voulais. Je n'ai réalisé le coup que trop tard. J'ai croisé les bras et je les fixais, impassible. Trop tard, ai-je répété. Ouais, tu as raison là-dessus. Tu étais prête à tout me prendre, et tu pensais que je me coucherais et que je laisserais faire. Eh bien, devine quoi. C'est toi qui te retrouves sans rien maintenant. Tu as essayé de me mettre en cage, et c'est toi qui t'es retrouvé piégé par tes propres actes. Les épaules de Camille se sont affaissées, et elle avait l'air vaincue. Je voyais qu'elle cherchait quelque chose, n'importe quoi pour obtenir un peu de sympathie, mais il ne restait rien entre nous. Les 20 ans que nous avions eus ensemble semblaient appartenir à une autre vie, à d'autres personnes. Tout ce que je ressentais maintenant, c'était du soulagement d'en avoir échappé. Après un long silence douloureux, elle s'est tournée et a marché vers la porte. Elle n'a pas regardé en arrière, et moi non plus. Quand la porte s'est claquée derrière elle, j'ai senti un poids se soulever. J'étais libre, vraiment libre, et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Camille devrait affronter les conséquences de ses choix toute seule. Je n'étais pas là pour la sauver, et je n'avais aucune intention de regarder en arrière. Elle était enfin sortie de ma vie, et je comptais bien que ça reste comme ça.